Le marbre, on le voit partout, dans les palais, dans les musées, dans les cuisines de luxe. C'est un symbole de richesse, d'art, de quelque chose qui dure éternellement. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on y parvient? Une dalle parfaitement lisse, brillante comme un miroir. La réponse n'est pas jolie. Cela ne commence pas avec un artiste. Cela commence par une bataille. Pour extraire un seul bloc de cette pierre, les ingénieurs doivent d'abord déclarer la guerre à une montagne. Ils doivent retirer 70 pieds de terre complètement inutiles, 21 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 7 étages. 7 étages d'argile, de pierre et de débris qui doivent être pulvérisés avec des explosifs, juste pour atteindre la pierre qui intéresse. Et ce n'est que la première étape. Le véritable défi, le véritable miracle de l'ingénierie est de prendre un colosse de 40 tonnes, arraché de cette montagne, et de le transformer en une dalle si parfaite qu'un défaut même invisible à l'œil nu la rend complètement inutile. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une belle pierre, c'est l'histoire d'une ingénierie brutale, d'une patience incroyable et d'un risque qui peut tout coûter. Le premier obstacle s'appelle le stérile. C'est l'enveloppe extérieure de la montagne, une épaisse couche de près de 70 pieds d'argile, de limon et de gravats. Cette couche n'a aucune valeur commerciale, mais elle protège le marbre comme une forteresse. Pour la traverser, la seule option est la force brute. Des équipes de forage créent une grille de trous profonds, qui sont ensuite chargés de charges explosives minutieusement dosées. Ce n'est pas une démolition chaotique, c'est une chirurgie à la dynamite. On entend la sirène d'avertissement, un moment de silence. Et puis, la montagne explose, le sol tremble, un nuage de poussière blanche monte et masque le ciel. Des milliers de tonnes de terre et de roches sont arrachées, tombant le long des parois de la carrière. Quand la poussière retombe, la veine de marbre est enfin exposée. Mais ici, la stratégie change. Les explosifs qui ont dégagé le chemin ne peuvent pas toucher le marbre. Un impact trop fort et le trésor serait pulvérisé. Maintenant, la force brute fait place à la précision absolue. Le nouvel outil est un fil. Cela peut paraître simple, mais c'est un câble d'acier de plusieurs pieds d'épaisseur, incrusté de la chose la plus dure de la planète, des diamants industriels. Ce fil est passé à travers des trous percés avec précision, formant une boucle. La machine se met en marche. On entend un bourdonnement aigu et constant. Le fil diamanté commence à scier la pierre. En même temps, de l'eau est pompée dans la coupe. L'eau a deux missions. Elle refroidit le fil pour qu'il ne fonde pas et elle rince la pâte de marbre, la fine poussière qui se forme. La coupe est douloureusement lente, centimètre par centimètre. À mesure que la saignée devient plus profonde, les travailleurs insèrent des vérins hydrauliques. Avec une force silencieuse de centaines de tonnes, ils commencent à pousser. On entend un gémissement profond, le son de la pierre qui cède. Finalement, le bloc de 40 tonnes, aussi haut qu'un immeuble de 3 étages, se sépare de la montagne. Un bloc de 40 tonnes est libre, mais maintenant c'est un problème de 40 tonnes. C'est le poids de 30 voitures moyennes ou de 6 éléphants adultes. On ne peut pas simplement le traîner. Le risque de le casser est trop élevé. C'est pourquoi il doit d'abord être déplacé avec une extrême prudence vers un parc d'attente, une zone plate et sécurisée au sein même de la carrière. C'est ici qu'entrent en scène les véritables géants. Des grues sur chenilles lourdes, des machines conçues pour soulever des poids impossibles, se positionnent. Des chaînes en acier massives, avec des maillons de la taille d'une tête d'homme, sont fixés au bloc. On entend le moteur de la grue forcer, un rugissement profond. La tension dans les chaînes est totale. L'opérateur de la grue doit être un maître. Avec une précision millimétrique, le colosse de pierre est soulevé du sol. Le bloc est ensuite soigneusement abaissé sur un véhicule qui ressemble à peine à un camion. C'est une remorque surbaissée à essieux multiples. Pourquoi tant d'essieux et tant de roues? Pour répartir le poids. 40 tonnes concentrées sur quelques roues détruiraient n'importe quelle route. Mais réparties sur des dizaines de roues, le poids devient contrôlable. Le bloc est fixé avec d'autres sangles. Les vérifications de sécurité sont effectuées 2-3 fois. Et puis, le voyage commence. C'est le voyage le plus lent qu'on puisse imaginer. Le camion avance à pas d'escargot, gravissant les routes escarpées de la montagne.
Chaque virage est un défi logistique. Chaque descente met les freins à l'épreuve jusqu'à la limite. Ce convoi lent transporte la matière première de sa maison géologique vers l'usine, où la véritable magie va commencer. Le bloc de 40 tonnes arrive à l'usine. L'air ici ne sent pas la poussière et les explosifs. Il sent la pierre mouillée et le métal. Le bloc est placé sur une plateforme de découpe et fixé. Des pinces hydrauliques géantes le maintiennent avec une force immense. S'il bouge d'1 millimètre pendant la découpe, toutes les dalles seront tordues. La machine qui l'attend s'appelle une gang saw, ou scie à châssis. C'est une structure énorme, capable de supporter le bloc. Mais sa partie la plus importante est un châssis géant qui maintient des dizaines de lames parallèles, comme les dents d'un peigne géant. La machine démarre avec un rugissement rythmique et assourdissant, d'avant en arrière, d'avant en arrière. C'est un rythme hypnotique et brutal. Les lames, recouvertes d'abrasifs industriels, commencent à descendre, millimètre par millimètre, sur le bloc de 2 mètres d'épaisseur. En même temps, un bain d'eau et de sable abrasif jaillit sur la découpe. Cette boue aide les lames à mordre la pierre. Le bruit est incroyable. Et cela continue, et cela continue. Pour couper un seul bloc de marbre, cette machine peut prendre entre 12 et 20 heures. Pensez-y, une journée de travail entière ou plus à scier une seule pierre. La patience est l'outil le plus important dans cette usine. Finalement, après presque une journée, les lames traversent le bloc. Ce qui était un cube solide est maintenant un jeu de cartes géant, un ensemble de dalles de pierre, chacune pesant des centaines de kilos. Mais ces dalles sont mortes. Elles sont ternes, rudes au toucher. Leur couleur est pâle. Elles sont recouvertes par la boue grise de la découpe. La beauté pour laquelle le marbre est célèbre est encore cachée. Maintenant, la transformation commence. Des bras robotiques entrent en action. Il n'y a pas de mains humaines ici. Les dalles sont trop lourdes et délicates. De gigantesques ventouses avides descendent, s'emparent de la dalle avec un sifflement et la soulèvent dans les airs. Le robot dépose la dalle sur la ligne de polissage. C'est un long tunnel de transformation. La dalle glisse sous la première station, un ensemble de têtes rotatives. Ces têtes sont équipées de disques abrasifs. Le processus commence avec des grains grossiers, comme un abrasif très puissant. Le son est horrible, le son de la pierre violemment grattée. La dalle avance. La deuxième station est équipée de disques aux grains plus fins. Le son change, il devient plus aigu. La troisième station, des grains encore plus fins. La dalle passe par, au minimum, 7 ou 8 étapes de ponçage. Chaque étape retire les rayures de l'étape précédente, rendant la surface de plus en plus lisse. Et pendant tout ce temps, de l'eau. Des tonnes d'eau refroidissent les disques et lavent la pâte de marbre. Finalement, la dernière station. Elle n'utilise pas de grains. Elle utilise un composé de polissage spécial. Les têtes tournent à grande vitesse et soudain, la magie opère. Le miroir apparaît. Là où il y avait de la pierre grise et terne, il y a maintenant une surface profonde, brillante, qui reflète la lumière. La couleur éclate. Les veines, cachées pendant des millions d'années, sont enfin révélées. La dalle brille, elle semble parfaite, mais pour ce marché de luxe, sembler ne vaut absolument rien. Le défaut le plus dangereux, celui qui peut coûter des millions, est le défaut que l'on ne peut pas voir. La dalle, maintenant polie, glisse dans une chambre noire. C'est le système d'inspection laser. Des faisceaux de lumière rouge balayent à la surface. Le laser fait ce que l'œil humain ne peut pas faire. Il mesure la planéité et recherche les micro-fissures. Une petite bulle d'air piégée dans la pierre. Une ligne de tension invisible due à l'explosion dans la carrière. Le laser voit tout. L'ordinateur analyse l'image. S'il détecte la moindre imperfection, la dalle est marquée en rouge, rejetée. Même après tout ce travail, elle est mise au rebut. Les dalles qui réussissent le test laser passent à l'inspection humaine. Des travailleurs expérimentés passent leurs mains sur la surface, recherchant des défauts que la machine aurait pu manquer.
Les machines sont incroyables, mais elles ne remplacent pas des décennies d'expérience. Les dalles approuvées sont ensuite lavées à haute pression, éliminant toute la poussière. Maintenant, l'emballage. Chaque dalle peut peser plus de 4 ou 500 kilos. Elles sont soulevées par des grues robotiques et empilées sur des palettes d'acier. Mais elles ne peuvent pas se toucher. Le contact pierre contre pierre serait fatal. C'est pourquoi les travailleurs insèrent des feuilles de mousse ou de caoutchouc entre chaque dalle. L'ensemble est serré avec des sangles d'acier et envoyé vers les projets les plus luxueux du monde. Mais tout le marbre ne devient pas un sol d'hôtel. Les meilleurs blocs, les plus purs, avec moins de veines, ont une destination différente. Ils sont envoyés à l'atelier d'un sculpteur. Et ici, les règles changent. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de chaîne de montage. Le sculpteur commence avec des dessins ou même des scanners 3D pour planifier chaque coupe. Le travail initial est bruyant. Des scies diamantées et des marteaux pneumatiques arrachent de gros morceaux de pierre, créant la forme de base. Mais ensuite, le bruit s'arrête. Le véritable travail commence. Le sculpteur prend de petits marteaux et des ciseaux en acier. Et ici, les enjeux sont capitaux. À l'usine, une dalle cassée est un coût de production. À l'atelier, un mauvais coup, 1 millimètre de force en trop et la pièce est ruinée. Des mois, voire des années de travail détruits en une seule seconde. Il n'y a pas de bouton pour annuler. L'artiste travaille lentement, utilisant des ciseaux pointus pour les lignes, des ciseaux plats pour les surfaces. Quand la forme est complète, le ponçage commence. Mais tout est fait à la main. Du papier de verre, du plus gros au plus fin. Enfin, des poudres à polir sont frottées sur la pierre jusqu'à ce qu'elle devienne lisse comme de la soie. Ce qui était un bloc de pierre sans vie semble maintenant avoir une âme. 3 faits rapides sur cette pierre incroyable. Premièrement, le marbre ne naît pas tel quel. C'est une roche métamorphique. Il commence comme du calcaire ordinaire. Mais lorsqu'il est écrasé au fond de la terre sous une chaleur et une pression intense, ces cristaux changent et ils se transforment en marbre. Deuxièmement, les célèbres veines qui donnent au marbre son prix. Ce ne sont que des impuretés, des traces d'argile, de sable ou d'oxyde de fer qui étaient présentes dans le calcaire original il y a des millions d'années. En gros, c'est la vieille saleté qui le rend si beau. Troisièmement, c'est le marbre de Carrare que Michel-Ange a choisi pour sculpter son chef-d'œuvre, le David. Il savait que cette pierre était plus qu'un matériau. Elle était le fondement de l'art intemporel. Des 70 pieds de roche qui ont dû être dynamités, au bloc de 40 tonnes qui a effectué un lent voyage à travers la montagne, de la scie qui a mis 20 heures à couper, à la ligne de polissage en 8 étapes, du laser qui a recherché la faille invisible, au coup risqué du ciseau du sculpteur. Le parcours de cette pierre est achevé. Ce qui a commencé comme un morceau anonyme de la montagne, enfoui et oublié, a été arraché, coupé, poli et transformé. L'ingénierie brutale a cédé la place à la précision absolue, et la pierre qui était morte est devenue éternelle. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a en commun entre le smartphone que vous utilisez tous les jours pour regarder des vidéos et le chasseur supersonique qui franchit le mur du son à des kilomètres d'altitude? La réponse est un métal, mais pas n'importe quel métal. C'est un matériau né du feu et du vide, si résistant qu'il protège les sous-marins dans les profondeurs écrasantes de l'océan et si pur que le corps humain l'accepte comme le sien. C'est le titane, un élément qui nous entoure, mais dont l'origine est l'une des sagas industrielles les plus épiques de l'humanité. Pour transformer un simple sable gris en ce super matériau, il faut maîtriser des températures plus chaudes que la lave d'un volcan et créer un vide plus parfait que celui de l'espace sidéral. Comment l'humanité est-elle parvenue à forger un métal avec les qualités d'un dieu à partir de la poussière de la Terre? C'est l'histoire de la façon dont nous avons pris l'indomptable et l'avons transformé en l'épine dorsale de notre technologie la plus avancée. Le parcours du titane ne commence pas dans un laboratoire futuriste, mais dans des paysages vastes et sauvages. C'est le 9e élément le plus abondant de la croûte terrestre, ce qui signifie qu'il est partout, mais en même temps nulle part. Il ne se présente pas sous forme de pépites brillantes comme l'or.
Au lieu de cela, il se cache à la vue de tous, enfermé dans des minéraux ressemblant à du sable sombre et ordinaire, appelé ilménite et rutile. La chasse à ce trésor déguisé est une opération d'une envergure monumentale. Sur certaines côtes, la méthode est presque brutale dans sa simplicité. Des canons à eau géants, projetant des jets avec la force d'un ouragan, désintègrent littéralement des dunes de sable. Le son est un rugissement continu, tandis que des tonnes de sable sont transformées en une boue turbulente. Ici, la physique fait le gros du travail. Les particules de titane, étant beaucoup plus denses, coulent rapidement, tandis que le sable ordinaire, plus léger, est emporté par le courant. C'est comme tamiser une plage entière pour trouver des grains d'or, mais ce que l'on cherche est une poudre grise. Dans les mines continentales, l'échelle est encore plus écrasante. Des excavatrices géantes, hautes comme un immeuble de 3 étages et dotées de griffes qui pourraient engloutir une voiture, retirent méthodiquement la couche superficielle de la Terre. Elles creusent des cratères si vastes qu'ils peuvent être vus de l'espace. Des camions de transport, chacun capable de transporter le poids de 100 voitures familiales, forment un flux incessant de la mine vers l'usine de traitement. Pour chaque kilo de titane qui finira dans un produit de haute technologie, des dizaines de tonnes de roches et de terre doivent être déplacées. C'est un effort herculéen qui consomme des quantités inimaginables d'énergie et d'eau. Tout cela pour convaincre la Terre de livrer l'un de ses secrets les mieux gardés. Une fois extrait, le minerai brut n'est qu'un mélange chaotique de sable, de gravier et des précieux minéraux de titane. Commence maintenant la phase critique de purification, un processus multi-étapes qui s'apparente à retirer les couches d'une armure ancienne et complexe pour atteindre le guerrier intérieur. La première étape est la séparation par gravité. Imaginez secouer un bocal contenant du sable et de petites pierres. Les pierres les plus lourdes iront au fond. Maintenant, imaginez que cela se produise dans des réservoirs de la taille de piscines olympiques, où la boue de minerai est agitée vigoureusement. Le titane, plus lourd, coule, tandis que les impuretés plus légères sont drainées. Ce qui reste est déjà beaucoup plus riche, mais n'est pas encore pur. Ensuite, le pouvoir invisible du magnétisme entre en jeu. Le concentré passe sur des tapis roulants sous des électroaimants géants, si puissants qu'ils pourraient soulever une voiture. Ces aimants agissent comme un peigne fin, arrachant toute particule de fer qui se serait mélangée au minerai. Le fer est un ennemi de la solidité du titane, et même une trace minuscule pourrait compromettre le lot entier. Enfin, l'étape la plus subtile, la flottation. C'est de la pure alchimie chimique. Le concentré est mélangé dans des réservoirs avec de l'eau et des réactifs spéciaux. Ces réactifs ont une propriété curieuse. Ils s'accrochent aux impuretés, comme la silice, mais ignorent le titane. Ensuite, des bulles d'air sont injectées dans le réservoir. Les impuretés, maintenant enveloppées par les réactifs, se laissent porter par les bulles et montent à la surface, formant une mousse qui est simplement raclée et éliminée. Ce qui reste au fond est une poudre sombre et dense, contenant maintenant plus de 90% de dioxyde de titane pur. Le sable sale et sans valeur a été transformé en une matière première stratégique, prête à affronter le feu. Chaque étape est une bataille pour la pureté, où la moindre défaillance peut signifier le désastre. Nous avons maintenant une poudre d'une pureté incroyable. Mais ce n'est encore qu'une poudre, une promesse de métal. Pour l'éveiller, pour lui donner forme et force, il faut un rituel de feu et de chimie, un processus si ingénieux qu'il a changé la métallurgie pour toujours. Le procédé Kroll. Ce processus ne se déroule pas dans des fours ouverts, mais dans des réacteurs en acier scellé, tels des coffres géants. À l'intérieur, l'atmosphère est remplie de gaz argon inerte, car le titane chaud est si réactif que même l'air le contaminerait. D'abord, la poudre de dioxyde de titane est chauffée à environ 1000 degrés Celsius et exposée à du chlore gazeux. Cette réaction le transforme en un liquide, le tétrachlorure de titane. Vient maintenant le moment magique. Du magnésium fondu, un métal encore plus réactif, est introduit dans le réacteur. Ici se produit un échange violent au niveau atomique. Le magnésium, avec sa plus grande affinité chimique, arrache les atomes de chlore du titane.
libérant le titane pur pour qu'il existe par lui-même. C'est une danse chimique où un métal se sacrifie pour en libérer un autre. Pendant des heures, le titane pur se dépose lentement sur les parois froides du réacteur. Lorsque le processus se termine et que le réacteur est ouvert, ce qui en sort n'est pas un lingot brillant et lisse. C'est un bloc gris, poreux et étonnamment léger, avec une texture rappelant une éponge marine ou un morceau de corail. C'est l'éponge de titane. Elle est laide, cassante et pleine de vide laissé par le chlorure de magnésium qui a été retiré. Mais ne vous fiez pas à son apparence. C'est la naissance du métal. C'est la première fois que le titane prend sa forme métallique. C'est encore un embryon, imparfait et brut, mais le cœur du supermétal a déjà commencé à battre. L'éponge de titane est le métal dans sa forme la plus brute, pleine d'impuretés et de vide. Pour la transformer en le matériau monolithique et parfait exigé par la technologie moderne, elle doit subir un ultime baptême du feu. Un rituel de purification qui se déroule dans un environnement qui imite le vide de l'espace profond. C'est le processus de refusion à l'arc sous vide, ou VAR, l'étape qui élève le titane d'un simple métal à un supermatériau. D'abord, l'éponge est broyée, nettoyée de tout résidu de sel et compactée sous une pression de milliers de tonnes en un bloc dense qui servira d'électrode géante. Cette électrode est ensuite suspendue à l'intérieur d'un four en cuivre qui est scellé et d'où tout l'air est pompé, créant un vide presque parfait. L'oxygène est l'ennemi mortel du titane. À haute température, un seul atome d'oxygène agirait comme un poison, rendant le métal cassant. Alors, le spectacle commence. Un courant électrique d'immense tension est appliqué, créant un arc électrique entre l'électrode et la base du four. Un éclair artificiel, plus lumineux que le soleil, qui génère une chaleur de milliers de degrés. L'arc commence à faire fondre l'extrémité de l'électrode, goutte après goutte. Chaque goutte de titane liquide tombe dans un creuset en cuivre refroidi à l'eau. Ce n'est pas un versement rapide. Le lingot est construit patiemment, goutte après goutte, sur de nombreuses heures. Ce processus lent garantit que le refroidissement est parfaitement uniforme, éliminant toutes les bulles de gaz ou impuretés restantes qui s'évaporent simplement dans le vide. Lorsque le processus se termine, ce qui reste est un cylindre parfait de titane pur, brillant, dense et d'une force interne quasi incassable. Si le processus Kroll fut la naissance, ce fut le baptême qui lui donna son âme indestructible. Le lingot est maintenant parfait dans sa pureté, mais il n'est encore qu'un bloc brut de métal. Pour devenir utile, il doit être façonné, un processus qui combine la force d'un géant avec la précision d'un chirurgien. La transformation commence par la chaleur. Le lingot, chauffé à plus de 1000 degrés Celsius jusqu'à briller d'une teinte orange cerise, est déplacé par des bras robotiques vers la presse de forgeage. Ici, une force de 50 000 tonnes, le poids d'un porte-avions, s'abat sur le métal toutes les quelques secondes. Le son est un fracas assourdissant qui résonne dans toute l'usine. Chaque impact non seulement façonne le métal, mais affine également sa structure interne, alignant les grains de cristal en une formation compacte et interconnectée, le rendant exponentiellement plus fort. Une fois que la force brute a fait son travail, transformant le lingot en barre ou plaque plus maniable, la danse de la précision commence. L'usinage du titane est notoirement difficile. C'est comme essayer de sculpter du granit avec un couteau de poche. Le métal est si dur et un mauvais conducteur de chaleur que le frottement de l'outil de coupe génère une chaleur intense qui peut faire fondre l'outil lui-même. C'est pourquoi le processus est inondé d'un flux constant de liquide de refroidissement. Dans les centres d'usinage CNC, guidés par ordinateur, des outils de coupe à pointe de diamant exécutent un balai robotique. Ils suivent des chemins complexes, programmés en milliers de lignes de code, retirant de la matière avec une précision de micron, plus fine qu'un cheveu humain. C'est dans ce balai de force et de précision que le titane prend enfin sa forme finale. La pale de turbine d'un moteur à réaction, une vis chirurgicale conçue pour fusionner avec l'os, ou le boîtier élégant d'une montre de luxe. Le voyage de la roche brute à la perfection usinée est achevé.
Et ainsi, le cycle est complet. Le même titane qui a commencé comme un sable gris sur une plage lointaine, qui a survécu au feu des réacteurs et au baptême du vide, revient maintenant dans nos mains. Nous revoyons le smartphone. La caméra plonge dans sa structure, révélant le cadre en titane qui lui confère légèreté et robustesse. Puis, la scène s'élargit. Nous voyons cette même lueur métallique sur la pale d'une turbine d'avion, tournant à des vitesses incroyables. Nous le voyons sur la coque d'un sous-marin, patrouillant silencieusement les profondeurs obscures de l'océan. Et nous le voyons dans une prothèse de hanche, à l'intérieur du corps humain, devenant une partie de la personne, lui permettant de marcher à nouveau. Le parcours du titane, de la roche brute à un composant de précision, est plus qu'une merveille de l'ingénierie. C'est un témoignage de l'ambition humaine. C'est un symbole de notre capacité à prendre l'élément le plus tenace et le plus difficile de la nature et à le transformer en outils qui non seulement nous servent, mais qui élargissent le sens même de ce qui est possible. L'histoire du titane est la preuve qu'à partir des minéraux de la Terre, nous pouvons forger des réalisations qui atteignent les cieux et dominent les profondeurs.